solliciter une seconde fois. Il était impossible de ne pas voir que tu étais de loin la plus jolie femme de l'assistance. Cela n'a rien à voir avec sa galanterie. En tout cas, c'est quelqu'un de très agréable et tu as ma permission pour t'intéresser à lui. Tu en as admiré de bien plus sots. Voyons, Lucie. Oui, tu sais, tu as bien trop tendance à aimer tout le monde. Tu ne vois jamais les défauts des autres. Le monde entier est bon et aimable à tes yeux. Je ne t'ai encore jamais entendu dire du mal de personne. Je n'ai pas envie de porter un jugement trop hâtif sur quelqu'un, mais je dis toujours ce que je pense. Je le sais bien et c'est ce qui m'étonne le plus. Avoir un tel bon sens et être si sincèrement aveugle à la folie et à la sottise d'autrui. La fausse candeur est une chose très commune, on ne voit que cela, mais se montrer candide sans ostentation ni calcul, discerner les qualités des autres et même les embellir sans jamais parler de leurs défauts. Tu es bien la seule à pouvoir le faire. J'en déduis que tu aimes aussi les sœurs de M. Bingley, n'est-ce pas? Leurs manières ne sont pourtant pas comparables aux siennes. Certainement pas, du moins pas au premier abord, mais elles sont très aimables quand on parle avec elles. Miss Bingley doit vivre avec son frère et tenir sa maison, et je suis prête à parier qu'elle fera une charmante voisine. Elisabeth écoutait en silence, mais elle n'était pas convaincue. Leur comportement en bal ne visait pas à plaire. Plus observatrice, moins malléable que sa sœur, et dotée d'un jugement que l'attention qu'on pouvait lui porter n'influençait en rien, elle n'était guère disposée à admirer ces dames. De fait, elles étaient très élégantes, enjouées quand tout allait bien et capables de se montrer agréables quand elles le voulaient. Mais elles étaient fières et suffisantes, plutôt jolies. Elles avaient été élevées dans l'une des meilleures pensions de Londres, possédaient une fortune de 20 000 livres, avaient l'habitude de dépenser plus qu'elles n'auraient dû et fréquentaient les gens de la haute société. Elles avaient donc une assez bonne opinion d'elles-mêmes et faisaient peu de cas des autres. Elles appartenaient à une famille respectable du nord de l'Angleterre, origine restée plus fortement gravée dans leur mémoire que le fait que leur fortune, comme celle de leurs frères, avait été acquise grâce au commerce. M. Bingley avait hérité de 100 000 livres à la mort de son père qui avait toujours voulu acheter une terre mais était décédé avant d'y parvenir. Il voulait faire de même et il choisissait parfois un comté où s'établir. Mais comme il avait désormais à sa disposition une belle maison et le droit d'y chasser, ceux qui connaissaient son goût de le faciliter se demandaient s'il n'allait pas plutôt vivre le restant de ses jours à Netherfield et laisser à ses descendants le soin d'acheter une propriété. Ses sœurs insistaient pour qu'il eût un domaine bien à lui, mais quoiqu'il ne fût que locataire, Miss Bingley accepta volontiers de présider sa table, et Mrs. Hurst, qui avait épousé un homme plus à la mode que riche, était également toute disposée à considérer la maison de son frère comme la sienne, quand cela l'arrangeait. M. Bingley avait atteint sa majorité depuis 2 ans à peine, lorsque quelqu'un lui ayant recommandé Netherfield par hasard, il eut envie de visiter le château. Il y jeta un coup d'œil et le visita pendant une demi-heure, fut charmé par la situation du domaine et par ses pièces de réception, et s'étant laissé convaincre par le bien qu'en disait son propriétaire, il décida de le louer sur le champ. En dépit de leurs caractères très différents, Bingley et Darcy étaient liés par une solide amitié. La simplicité, l'ouverture d'esprit, la souplesse de Bingley
si son titre lui paraissait flatteur, il ne l'avait pas rendu dédaigneux. Au contraire, il n'était que prévenance envers chacun. Naturellement doux, amical et respectueux, sa présentation à Saint James avait fait de lui un être courtois. Lady Lucas était une très brave femme à l'intelligence suffisamment limitée pour que Mrs. Bennet vît en elle. Ils avaient plusieurs enfants. L'aînée, une jeune fille de 27 ans, intelligente et pleine de bon sens, était l'amie intime d'Elizabeth. Comme il était absolument indispensable que les demoiselles Lucas rencontrassent les demoiselles Bennet pour discuter du bal de la veille, le lendemain de la fête, les membres de la famille Lucas se rendirent à Longbourn pour échanger leurs impressions. Toi, Charlotte, tu as bien commencé la soirée, dit Mrs. Bennet à Miss Lucas avec une réserve polie. C'est toi que M. Bingley a choisi en premier. Oui, mais il a apparemment préféré celle qu'il a choisie en second. Oh, tu veux parler de Jane, je suppose, parce qu'il a dansé 2 fois avec elle. Il est certain qu'il a paru avoir de l'admiration pour elle. Je crois bien que c'est le cas, car j'ai entendu quelque chose à ce sujet, mais je n'ai pas bien compris. C'était au sujet de M. Robinson. Peut-être faites-vous allusion à la conversation que j'ai surprise entre lui et M. Robinson. Je ne vous en ai pas parlé. M. Robinson lui demandait comment il trouvait nos fêtes à Meryton, s'il ne pensait pas qu'il y avait beaucoup de jolies femmes dans la salle et laquelle était à son avis la plus belle. Et il a aussitôt répondu à cette dernière question. Oh, sans aucun doute l'aînée des demoiselles Bennet, tout le monde en serait bien d'accord. Ma parole, eh bien, tout cela était très clair et il semble bien que... Mais enfin, tout cela ne débouchera peut-être sur rien, vous savez. Ce que j'ai surpris était plus à propos que ce que toi tu as entendu, Elisa, dit Charlotte. Monsieur Darcy n'est pas aussi plaisant à écouter que son ami, n'est-ce pas? Pauvre Elisa, n'êtes que pas mal. Je vous prie de ne pas lui en mettre en tête de se sentir offensé par cette mauvaise manière, car c'est un homme si désagréable qu'il serait tout à fait fâcheux de lui plaire. Mrs. Long m'a dit hier soir qu'il était resté assis auprès d'elle une bonne demi-heure, sans desserrer les dents. En êtes-vous bien sûre, maman? Dit Jeanne. Je crois que vous vous trompez. Je suis certaine d'avoir vu M. Darcy lui parler. Oui, parce qu'elle a fini par lui demander s'il aimait Netherfield et qu'il a bien été contraint de lui répondre. Mais selon elle, il semblait très fâché quand lui eut adressé la parole. Selon Miss Bingley, il ne parle jamais beaucoup, reprit Jeanne, sauf dans son cercle familier, avec ses amis. Il est parfaitement charmant. Je n'en crois pas un mot, ma chérie. S'il était si agréable, il aurait parlé à Mrs. Long. Mais je devine ce qui s'est passé. Tout le long, le type vit d'orgueil, et je pense qu'il a dû apprendre que Mrs. Long n'a pas de voiture à elle et qu'elle s'est rendue au bal dans une chaise de poste. Cela m'est égal qu'il n'ait pas parlé à Mrs. Long, rétorqua Miss Lucas, mais j'aurais aimé qu'il danse avec Elisa. Lizzie, si j'étais toi, lui dit sa mère, la prochaine fois je refuserai de danser avec lui. Maman, je crois ne pas prendre de risque en vous promettant de ne jamais danser avec lui. L'orgueil dont il fait preuve, reprit Miss Lucas, me blesse moins que chez un autre, parce que c'est chez lui, il est excusable.
J'aurai une meute de chiens pour aller à la chasse au renard et je boirai du vin tous les jours. Alors tu boirais beaucoup plus que de raison, dit Mrs. Bennet, et si je t'y prenais, je confisquerais immédiatement ta bouteille. Le jeune garçon s'exclama qu'elle n'en ferait rien. Elle prétendit le contraire, et la discussion se poursuivit jusqu'à la fin de la visite. Chapitre 6. Les dames de Longbourn ne tardèrent pas à voir celle de Netherfield. La visite fut rendue en bonne et due forme. Les manières engageantes de Miss Bennet plurent à Mrs. Hurst comme à Miss Bingley, et même si elles trouvèrent Mrs. Bennet insupportable et les deux jeunes sœurs indignes de leur conversation, elles témoignèrent aux deux aînés le désir de mieux les connaître. Jeanne reçut ces marques d'attention avec la plus grande joie, mais Elisabeth, y voyant un certain dédain, même à l'égard de sa sœur, ne parvenait pas à les apprécier. Quoique leur gentillesse envers Jeanne fût sans doute influencée par l'admiration que leur frère lui portait, il était évident qu'en toute occasion, M. Bingley admirait plus particulièrement Jeanne, tandis que, pour Elisabeth, il ne faisait aucun doute non plus que sa sœur lui témoignait une nette préférence depuis le début, et qu'elle ne tarderait pas à l'aimer pour de bon. Mais elle se disait avec plaisir qu'il était probable que personne ne s'en rendît compte, tant l'extrême sensibilité de Jeanne allait de pair avec une tranquillité d'âme et un enjouement constant qui la protégerait contre les soupçons des impertinents. Elle confia cette pensée à Miss Lucas. « Il peut sans doute être plaisant de donner le change en public, » répondit Charlotte, « mais c'est parfois un désavantage que de dissimuler ainsi ses sentiments. Si une femme met le même soin caché les élans de son cœur à celui qui en est l'objet, elle peut perdre un moyen de le retenir. Ce ne sera alors pour elle qu'une maigre consolation de se dire que les autres n'en sauront rien de non plus. Il y a tant de gratitude ou de vanité dans presque toutes les histoires d'amour qu'il serait imprudent de ne pas s'en préoccuper. Au début, nous avons toute liberté et une légère préférence. C'est une chose naturelle, mais rares sont celles parmi nous qui ont la force d'aimer sans qu'on les y encourage. 9 fois sur 10, une femme ferait bien de montrer davantage ce qu'elle ressent vraiment. Ta sœur plaît à M. Bingley, c'est certain, mais il est possible qu'il en reste là si elle n'y met pas un peu du sien. Mais elle le fait autant que sa nature le lui permet. Si moi, je m'aperçois du penchant qu'elle a pour lui, il faudrait qu'il soit idiot pour ne pas le voir aussi. Rappelle-toi, Elisa, qui connaît moins bien que toi le caractère de ta sœur. Mais si une femme éprouve un sentiment particulier pour un homme et qu'elle ne cherche pas à le cacher, c'est à lui de le découvrir. Oui, peut-être, s'il la voit assez souvent, mais bien que Bingley et Jeanne se voient fréquemment, ils ne sont jamais très longtemps ensemble, et comme ils sont toujours au milieu de beaucoup de monde, ils ne peuvent pas passer leur temps à se parler. Jeanne devrait donc profiter de chaque instant où elle a la possibilité d'attirer son attention. Quand elle sera sûre de ses sentiments, elle pourra alors l'aimer autant qu'elle le voudra. Ta stratégie est bonne, répliqua Elisabeth, lorsqu'il ne s'agit que du désir de faire un beau mariage, et je dois dire que je l'adopterais moi aussi si j'étais déterminée à avoir un mari riche ou un mari tout court. Mais ce ne sont pas là les sentiments de Jeanne. Elle n'agit pas de manière préméditée. Pour le moment, elle ne sait pas si elle est vraiment éprise, ni si ses sentiments sont bien raisonnables. Elle ne le connaît que depuis 15 jours. Elle a dansé à 4 reprises avec lui à Meryton. Elle l'a vu chez lui un matin, et depuis elle a dîné 4 fois avec lui. Ce n'est certainement pas suffisant pour connaître son caractère. Pas comme tu présentes la chose. Si elle n'avait fait que dîner avec lui, elle n'aurait guère pu juger que son appétit. Mais tu dois te rappeler qu'ils ont passé 4 soirées ensemble, et 4 soirées, c'est beaucoup. Oui, ces 4 soirées leur ont permis d'apprendre qu'ils préfèrent tous les deux jouer au vin des un plutôt qu'au commerce, mais je ne pense pas qu'ils aient pu découvrir grand-chose de leur véritable caractère. Eh bien, dit Charlotte, je souhaite de tout mon cœur que Jeanne réussisse, et si elle l'épousait demain, je crois qu'elle aurait autant de chances d'être heureuse que si elle devait passer une année complète à étudier son caractère. Le bonheur dans le mariage n'est que l'effet du hasard.
que chacun se connaisse parfaitement ou ressemble à l'autre avant de se marier ne garantit en rien à l'avance le bonheur d'un couple. Chacun finit toujours par devenir assez différent de l'autre pour avoir son lot de déconvenus et mieux vaut connaître possible les défauts de la personne avec qui vous devrez passer votre vie. Tu me fais rire, Charlotte, mais cela ne tient pas debout. Tu le sais, et jamais tu ne te conduirais de la sorte. Occupée à observer les attentions que M. Bingley témoignait à sa sœur, Elisabeth était loin de soupçonner qu'elle devenait elle-même un objet d'intérêt aux yeux de son ami. Au début, M. Darcy avait à peine constaté qu'il la trouvait jolie. Il l'avait observée au bal sans la moindre admiration, et quand ils s'étaient rencontrés la fois suivante, il ne l'avait regardée que pour la critiquer, mais il n'eut pas plus tôt de montrer à ses amis que ses traits n'avaient rien de remarquable, qui commença à se rendre compte que l'éclat de ses beaux yeux noirs éclairait son visage d'intelligence. D'autres découvertes ne tardèrent pas à suivre, tout aussi mortifiantes. Bien qu'à force de chercher, il lui surprit quelques défauts dans l'harmonie de ses formes. Il se vit contraint de reconnaître que sa silhouette était légère et gracieuse, et bien que ses manières ne fussent pas celles du beau monde, il était séduit par sa gaieté facile. Tout cela, elle l'ignorait. Pour elle, il était l'homme qui ne savait plaire nulle part et qui ne l'avait pas trouvée assez jolie pour la faire danser. Il se mit à souhaiter mieux la connaître et avant d'entamer lui-même une conversation avec elle, il écouta ce qu'elle disait à d'autres et son attention fut bientôt retenue. C'était lors d'une grande réception chez Sir William Lucas. « Que cherche donc M. Darcy ?» dit-elle à Charlotte quand il écoute ma conversation avec le colonel Forster. Voilà une question à laquelle seul M. Darcy peut répondre. Mais s'il continue à agir ainsi, je lui ferai certainement savoir que je vois bien quel est son manège. Il a un regard très moqueur, et si je ne me mets pas moi-même à être impertinente, il finira vite par m'intimider. Peu après, lorsqu'il s'approcha d'elle sans toutefois paraître vouloir leur parler, Miss Lucas mit son ami au défi d'aborder ce sujet avec lui, ce qui eut un effet immédiat sur Elisabeth, qui se tourna vers lui pour le lancer. « Monsieur Darcy, ne pensez-vous pas que je viens de montrer une belle éloquence en taquinant le colonel Forster pour qu'il donne un bal pour nous à Meryton? Vous avez montré beaucoup d'enthousiasme, mais c'est un sujet qui oublie toujours les dames d'enthousiasme. Vous êtes bien sévère envers nous. Ce sera bientôt son tour d'être taquiné, dit Miss Lucas. Je vais ouvrir le piano, Elisa, et tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu es vraiment une amie bien étrange, toujours à vouloir me faire chanter et jouer devant tout un chacun. Si j'étais fière de mes talents musicaux, tu me serais précieuse, mais en fait, je préférerais ne pas jouer devant des personnes habituées à entendre les plus grands artistes. Et pourtant, Miss Lucas, l'en ayant prié avec insistance, elle ajouta: Eh bien, si c'est ce que tu veux, soit. Et jetant un coup d'œil sérieux à M. Darcy, il y a un bon vieux proverbe que tout le monde connaît ici, bien sûr, et qui dit: gardez votre souffle pour refroidir votre porridge. Et je vais donc garder le mien afin qu'on entende bien ma chanson. Elle jouait de façon agréable, mais sans rien d'exceptionnel. Après un air ou deux, et avant de pouvoir répondre aux instances de ceux qui souhaitaient la voir continuer, elle fut promptement remplacée par sa sœur Marie, qui, parce qu'elle était la seule de la famille à ne pas être belle, avait beaucoup travaillé pour acquérir savoir et talent, et était impatiente de les montrer. Marie n'avait ni génie ni goût, et si la vanité lui avait donné de l'application à l'étude, elle lui avait également donné des manières pétantes et suffisantes, ce qui aurait suffi à gâter un plus grand talent que le sien. On avait eu beaucoup plus de plaisir à entendre Elisabeth aux jeux simples et sans affection, quoiqu'elle ne jouait pas aussi bien. Marie, à la fin d'un long concerto, fut heureuse de glaner des louanges en jouant des airs écossais et irlandais à la demande de ses sœurs cadettes, qui, avec quelques-unes des Lucas, ainsi que 2 ou 3 officiers, se mirent à danser gaiement dans un coin du salon. M. Darcy les regardait sans silence, indigné que l'on pût ainsi passer la soirée, ce qui le privait de toute conversation.